Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, consacrée à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, dans laquelle nous allons découvrir l'origine du signal IRM, mesuré par les bobines des antennes de réception, et utilisé par la suite pour la fabrication des images. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un petit commentaire pour m'encourager à continuer et mettre plus de vidéos. Et pour ne rien louper, n'oubliez pas d'actionner la cloche. L'imagerie par résonance magnétique nucléaire fait intervenir trois éléments. Les protons, un champ magnétique puissant, et des ondes radiofréquences. Le proton, ce n'est que le noyau de l'atome d'hydrogène, particulièrement abondant dans le corps humain, on le trouve au niveau des os et la graisse. Il a trois propriétés qui nous intéressent pour faire de l'IRM. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la première propriété, dont voici un rappel. Le proton tourne autour de lui-même, comme la Terre, on dit qu'il spin, et comme le proton c'est une particule, chargée électriquement par une charge positive, donc il se comporte comme un aimant de petite intensité, il a un pôle nord et un pôle sud. Ces deux caractéristiques, l'intensité et l'orientation, du pôle sud vers le pôle nord, sont représentées mathématiquement, par un vecteur mu. Alors on dit que le proton possède un moment magnétique mu. Nous avons vu, dans la vidéo précédente, qu'à l'état naturel, l'aimantation magnétique résultante au niveau de chaque voxel est nulle, ce qui fait que, dans cet état, on ne peut pas induire un signal au niveau des bobines des antennes. Pour résoudre ce problème, le patient est installé dans le tunnel de l'IRM, où il règne un champ magnétique statique intense, et très homogène, B0, en général le long de la direction Z. Les niveaux du champ statique utilisé en IRM sont de l'ordre de quelques Tesla, principalement 1,5 Tesla et 3 Tesla. Certains IRM dédiés à la recherche utilisent des champs plus importants, exemple 7 Tesla, 11,7 Tesla pour l'aimant du projet ISULT, en cours d'installation à Neurospin, CEA Saclay, France. L'unité du champ magnétique est le Tesla. Vous pouvez également rencontrer le Gauss comme mesure de l'intensité du champ. Un Tesla est égal à 10 000 Gauss, c'est-à-dire que un Gauss est égal à 0,1 millitesla. Le champ magnétique terrestre est d'environ 0,05 millitesla, égale 0,5 Gauss. Ce champ magnétique est toujours présent à l'intérieur de la salle d'examen et au-delà. Le champ principal B0 pointe en général horizontalement le long du tunnel. Il est homogène seulement dans une sphère d'environ 50 cm, et qui se trouve au milieu de l'aimant. Par conséquent, il faut toujours déplacer la zone à imager, au milieu de l'aimant. Pour générer ce puissant champ magnétique, les systèmes IRM actuels utilisent des aimants supraconducteurs. Pour arriver à la supraconductivité, les bobines sont constamment plongées dans de l'hélium liquide. Ce type d'aimant est caractérisé par une consommation réduite d'électricité, mais il nécessite un système de refroidissement pour maintenir la pression d'hélium constante. Nous allons étudier, maintenant, le comportement des protons du corps humain, en présence du champ magnétique B0 de l'IRM. Nous avons vu que lorsque le patient est en dehors de la salle IRM, là où il n'y a pas de champ magnétique B0. Dans ce cas, au niveau de chaque voxel, les moments magnétiques nucléaires mu sont orientés de manière aléatoire, due à l'agitation thermique des molécules. Une fois le patient est installé sur la table de l'IRM, allongé dans le tunnel de l'aimant IRM. Et en raison de la présence d'un champ magnétique intense B0 à l'intérieur de la salle d'examen, le long de la direction Z, parallèle à l'axe longitudinal du patient. La mécanique quantique nous informe qu'au niveau de chaque voxel, tous les moments magnétiques mu, c'est-à-dire les petits aimants, vont s'aligner parallèlement à B0. Une première moitié va s'orienter dans le sens inverse de B0, donc dans la direction des Z négatives, et une autre moitié, légèrement supérieure en nombre, va s'orienter dans le sens de B0, c'est-à-dire les Z positives. Il y a un peu plus de protons parallèles à B0 que antiparallèles. Mais cette différence est très petite. Par exemple, si on considère un voxel contenant 2 millions de protons,
Et si on applique un champ magnétique B0? Les moments magnétiques mu vont se répartir en deux populations. 1 million antiparallèles et 1 million plus 4 parallèles. Au total, lorsqu'on fait la somme des moments magnétiques, mu, il ne restera que 4 parallèles, car le million de protons parallèles et antiparallèles s'annule 2 par 2. Nous ignorons, dans la suite des vidéos, les moments magnétiques qui s'annulent réciproquement. Et nous nous intéressons uniquement aux moments magnétiques en surnombre. Car ce sont ces protons, parallèles, en excès, qui vont être à l'origine de l'apparition d'un vecteur d'aimantation macroscopique M, purement longitudinal. Longitudinal, ici, représente la direction selon l'axe Z, qui est parallèle à B0. Cette aimantation M sera manipulée pour générer un signal RMN au niveau des bobines des antennes de réception. Par conséquent, l'origine du signal RMN est l'aimantation M, la somme des moments magnétiques parallèles à B0 et qui sont en surnombre. Si on résume, avec l'application d'un champ magnétique externe B0, les protons s'orientent en parallèle ou en antiparallèle à B0. Au niveau de chaque voxel, le résultat de la somme de tous les moments magnétiques, ce qu'on appelle l'aimantation M, est non nul. Ceci est dû aux protons, en excès, dans la direction parallèle à B0. L'aimantation M est la source du signal en IRM. En absence d'un champ magnétique, les protons ont une orientation aléatoire et une énergie nulle, E égale 0. Toutefois, dans un champ magnétique, le niveau de l'énergie E croît proportionnellement avec le champ magnétique B0. Dans cet exemple, B0 égale à 1 Tesla. Et la différence de niveau d'énergie, E, fait en sorte qu'un proton en plus s'aligne en parallèle que en antiparallèle. Si B0 augmente, le nombre de protons alignés en parallèle augmente aussi. Ainsi plus de protons sont disponibles pour l'imagerie, ce qui augmente le signal reçu. Exposé à un champ magnétique, le corps humain, au niveau de chaque voxel, connaît une faible aimantation longitudinale, dont l'amplitude augmente avec l'augmentation de l'amplitude du champ magnétique externe B0. C'est pour cela, pour améliorer le contraste et la qualité des images, les industriels cherchent constamment à augmenter la puissance du champ magnétique des IRM commercialisés. En routine clinique, on a passé de 1,5 Tesla à 3 Tesla, puis à 7 Tesla. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de partager au maximum. On se retrouve une prochaine fois, dans une prochaine vidéo.